bien des projets que j'ai pu mener ont été réalisés avec la collaboration du CAE. Donc, bien des travaux n'ont pas qu'un seul auteur, sachez-le. Il y a aussi dans les réalisations que je vais vous montrer d'autres collaborateurs qui ont travaillé avec moi, notamment un labo de recherche à Paris. Enfin, c'est plus un groupe d'architectes-chercheurs de Paris-Malaquais, notamment, et de Marne-la-Vallée, parmi lesquels Jan Onaner, Georgi Stanishev, William Parlon et d'autres collaborateurs. Voilà, et je voulais aussi remercier tous les étudiants qui ont participé à ces projets, car il y en a eu de nombreux. Donc, avant d'évoquer la question de la ville, de la forme urbaine, du projet urbain, j'aimerais faire un retour sur des préoccupations qui remontent à ma période d'étudiant. Donc, j'ai commencé mes études assez tard et j'ai été confronté, en étant étudiant, à la question donc, du travail d'architecte, comme je pouvais. Et la première chose à laquelle j'ai été confronté, c'est la question de la réhabilitation. Alors, je ne dis pas ça simplement pour vous montrer des belles réhabilitations, bien au contraire. Ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez comprendre la méthode que j'applique en urbanisme et pourquoi ce type de formalisme à partir donc de mes antécédents. Donc j'ai commencé à faire de la réhabilitation dans ma pratique professionnelle et ça a été une manière de visiter le patrimoine ordinaire du passé. Donc là je vous montre rapidement une maison de la fin du XIXe siècle, des maisons qui étaient souvent de catalogue et qui présentent aujourd'hui une certaine qualité, quand bien même à l'époque c'était des maisons tout à fait ordinaires de seconde zone. Donc il s'avère que lorsqu'on travaille sur le petit patrimoine, sur le patrimoine ordinaire ou sur le patrimoine plus prestigieux, on a tout un matériel scientifique qui nous permet d'analyser, de comprendre, de restaurer, etc., etc. Donc là, je vous montre quelques publications qui sont typiquement franco-françaises, puisqu'elles s'attardent sur des particularismes régionaux. C'est-à-dire que lorsque vous faites la réhabilitation d'une maison ou d'un quartier, on va s'appuyer sur des études scientifiques qui présentent, voilà, à telle époque, ça se présentait de telle manière, avec des enduits comme ceci, comme cela. Voilà, ils ne font pas trop déroger à ce qui nous a été légué dans le passé. Or, il s'avère qu'étudiant, j'ai découvert ce qui se passait à l'époque en Italie. Les Italiens avaient hérité d'ailleurs de travaux de Français et d'autres. Et en Italie, il se passait quelque chose de totalement différent. Car plutôt que de chercher des particularismes, des différences, des identités propres, les Italiens, quant à eux, cherchaient plutôt un dénominateur commun. Et cette question de dénominateur commun est essentielle, en tout cas selon eux, pour penser la question de la forme urbaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous pensez la forme urbaine, et si vous avez comme a priori la question de la permanence, de la continuité, vous êtes obligé de vous référer à des choses qui ont apparu dans le passé et qui ont réapparu à d'autres époques. C'est pourquoi des chercheurs comme Aldo Rossi et Giorgio Grassi, sur lequel je m'attarderai, cherchaient à trouver ces fameux, ce que j'appelle moi, des dénominateurs communs, qu'on appelait les questions de typomorphologie, des types qui pouvaient apparaître, par exemple, au Moyen-Âge et qu'on allait retrouver ensuite en plein milieu du XIXe siècle. Et au-delà de questions climatiques, parce que bien évidemment, en France, on allait insister sur le fait que, dans le sud de la France, on va plutôt trouver tel type d'habitat rural ou tel type de forme d'implantation du bâti dans un hameau ou dans un noyau urbain ou dans une forme urbaine accomplie. Donc dans les lectures que j'avais étudiant à l'école d'architecture de Montpellier, dans le rayon théorie de la bibliothèque, c'est pour moi une fameuse bibliothèque, donc j'ai découvert qu'il était possible de trouver une méthode
pratiques pour penser d'une part l'architecture, la réhabilitation, la construction d'une maison neuve et en même temps penser, un quartier urbain. Alors là, je vous montre rapidement. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est de l'architecture. Pour moi, non. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de frontière nette entre la question de l'architecture et la question de l'urbanisme. Hein, ça, c'est un des fondamentaux qui est apparu à la Renaissance et qu'ont utilisé les néo-rationalistes dans les années 60. Voilà, mais on pourra développer tout ça un petit peu plus tard. Donc là, je vous montre par exemple la façon dont travaille Giorgio Grassi. Il va prendre un type. Là, il s'avère que c'est en Allemagne, c'est un architecte néoclassique dont le nom m'échappe, mais c'est écrit. C'est Weinbrenner. Voilà. Et il va étudier la question du portique. Et lorsqu'il il va l'appliquer à un programme en Italie pour loger des étudiants. Donc, c'est la Casa dei Studenti à Chieti. Et il va appliquer en fait un type qui a été réutilisé au XVIIIe siècle, qui lui-même remonte à des formes bien plus anciennes qu'on peut trouver par exemple à Bologne en plein Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, peu importe. Et il les applique. Et puis ensuite, il va piocher chez un autre architecte, chez Schinkel, pour travailler la question de la distribution. Et avec ça, il fait sa cuisine et il va donner un langage qui correspond à son époque, avec des toits terrasses et des poteaux en béton assez simples. Voilà. Donc là, je vous montre encore un deuxième exemple, mais je vais aller assez vite. Il va appliquer donc des questions d'exemples, de type, aussi bien pour la constitution d'une voie avec des bâtiments tout autour, comme pour l'exemple de Chieti, qui est un noyau de rue avec des bâtiments qui les bordent, comme pour une maison. C'est-à-dire, quand il dessine un bâtiment, ce bâtiment sous-entend la forme urbaine. Et ceci est assez problématique, parce qu'on a tiré leçon du travail des Italiens. Aujourd'hui, par exemple, à Montpellier, vous le voyez bien, quand on va dans le quartier Richter, on trace des voies, on les borde avec des arbres, on trace, comme on peut, un parcellaire qui n'est pas vraiment un parcellaire, mais plutôt des poches d'îlots sur lesquels donc, des opérateurs vont venir investir et construire. Alors, j'essaie de passer un petit peu vite, il faut que je surveille l'heure. Hop. Voilà, donc je passe rapidement. Donc là, c'est la maison pour 4 frères. Alors voilà. Donc, je fais tout ce détour parce que j'ai un langage architectural qui peut être résumé à un formalisme. Et ça, on peut le ressentir aussi dans mes travaux en urbanisme. Je devrais dire nos travaux en urbanisme parce que je ne suis jamais seul. Ici, vous voyez, j'ai habillé un projet de Grassi avec des éléments architectoniques, décoratifs, si vous préférez, pour parler plus simplement. Je les ai adaptés à des conditions locales. À savoir que le régionalisme a marqué la France et on a eu l'habitude depuis le XIXe siècle à essayer de récupérer des habitudes ancestrales, même complètement tarabiscotées, parfois complètement artificielles. Et il s'avère qu'aujourd'hui, vous avez des gens comme vous et moi, enfin peut-être pas des architectes et des urbanistes, mais en tout cas des gens qui ont envie d'avoir des tuiles sur leur maison. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas leur imposer comme ça de manière brutale des toits terrasses comme le faisait Grassi. Après tout, s'ils veulent des tuiles, pourquoi ne pas leur mettre des tuiles sur leur bâtiment? Et pour moi, en urbanisme, il en va c'est un petit peu la même chose. Je vais y venir un petit peu plus loin en parlant du projet d'Aniane qui était évoqué tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était l'architecture que je faisais, les dessins que je faisais au sortir de mes études, très inspirés donc du rationalisme des années 60, mais pas que. Là, il y a une petite influence de Loos. Et les premiers projets que j'ai eus, évidemment, c'était la question de la maison. Et alors là, c'est dommage, je n'ai pas pu mettre tous les dessins possibles. Donc je travaillais de manière, très rationnelle, telle que j'avais pu l'apprendre par les Italiens, c'est-à-dire en faisant des typologies
en faisant des exercices, par exemple, sur la distribution du bâtiment, et sur l'implantation des constructions. À chaque fois que j'ai dessiné une maison, j'ai toujours imaginé le noyau d'une forme urbaine. Parce que imiter une maison selon ce qu'on pourrait appeler un style, j'utilise un gros mot, ça ne veut rien dire si vous n'avez pas à l'esprit la question du type et de sa forme, et donc des formes urbaines qu'elles peuvent générer. Alors là, c'est dommage, il n'y a pas de dessin, mais si, sur chacun de mes projets, si on fait des additions, des juxtapositions, on peut constituer un petit îlot bordé de voies. Pour la question de la maison individuelle et de la forme urbaine qu'elle génère, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un contexte malade. J'utilise encore un mot un peu méchant, mais il faut comprendre une chose, c'est que le parcellaire rural, lorsqu'il était investi par du bâti, forcément, il y avait des chemins ruraux qui permettaient aux paysans d'aller sur les terres pour cultiver. Si vous construisiez sur un terrain agricole, il y avait toujours ces chemins qui permettaient de distribuer les autres parcelles agricoles. Et si on continuait à saturer, par exemple, une parcelle, on prenait bien garde, forcément, de garder ces chemins qui permettaient de distribuer les autres parcelles. C'est ce qui a constitué le système viaire de voirie, de rue. Aujourd'hui, lorsque vous construisez une maison, il n'y a pas de texte réglementaire qui vous impose de laisser libre un espace en limite de votre parcelle pour constituer une forme urbaine. Voyez-vous, les formes urbaines, ce n'est pas moi qui le dis, hein, bien évidemment. Hein, tout ce que je peux vous raconter, c'est ce dont j'ai pu hériter de par mes lectures et des contacts que j'ai pu avoir avec des théoriciens. Les formes urbaines, elles sont ou bien, rationnelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles font l'objet d'une projetation, d'une préméditation, c'est-à-dire qu'on va tracer des voies et on va lotir donc des îlots urbains, ou alors elle se fait de manière spontanée. Et ce que nous avons perdu, et c'est là où nous sommes malades, c'est cette spontanéité, c'est-à-dire la capacité à créer un viaire qui puisse constituer une forme urbaine. Alors ça, ce sont les maisons qui sortaient donc de mes interrogations, qui peuvent paraître kitsch ou pas, mais ça, je m'en moque complètement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une logique. Je vous dis ça parce que c'est un point qui m'a été constamment reproché. J'avais des confrères qui venaient me voir et me disaient « Ouais, Nico, ça serait cool si on faisait un concours ensemble. Mais attention, tu ne mets pas des tuiles sur tes bâtiments, s'il te plaît. » Mais moi, ce que je leur répondais, mais moi, je m'en contrefous des tuiles. Si les clients veulent des tuiles, si le règlement impose des tuiles, eh bien, on met des tuiles. Voyez-vous ? Il y a une sorte de complexe, voyez-vous, à se retrouver confronté, parce que dans les règlements, on vous demande d'utiliser des tuiles. Donc vous vous retrouvez à mettre des tuiles, mais comme vous n'avez pas appris comment poser une couverture avec des tuiles, eh bien souvent, l'architecte pond quelque chose d'extrêmement maladroit. Vous voyez ? Et ça fait mal. Alors je passe donc ces maisons assez rapidement. Alors la question de la matière. Alors, quand, au sortir de mes études, donc, je commence à apprendre le métier avec qui ? Avec des artisans. Et ces artisans me disent oui, ils commencent à m'expliquer déjà comment fonctionne réellement une construction. Et ils me disent on va faire une génoise, et j'apprends qu'est-ce que c'est qu'une génoise. Comment est-ce qu'on découpe des tuiles ? Comment est-ce qu'on les pose les unes sur les autres ? Alors évidemment, il faut avoir affaire à de bons artisans. Et je me pose une question qui est celle du rapport à la matière. Parce que la question de la matière, c'est la question du rapport au monde. Et ce n'est pas rien, parce que se poser la question du lien social, de la forme urbaine, du rapport avec les autres, de la mixité sociale, de la mixité des usages, ce n'est rien d'autre qu'une question d'architectonique, entre guillemets, au sens poétique.
là-dessus, je pourrais développer tout à l'heure et divaguer aussi. C'est-à-dire que c'est la question du rapport au monde. Et la question du rapport au monde, on l'a avec la matérialité des choses. Et s'il y a bien encore quelque chose qui est malade aujourd'hui, c'est la question de la matière, la question du rapport au monde. C'est-à-dire que lorsque vous construisez, vous transformez des matériaux, vous touchez le monde et vous en faites une architecture, vous constituez votre environnement. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver des matériaux. Alors déjà, j'ai cherché à proscrire. Alors heureusement, j'avais à mes côtés, il y avait les Bâtiments de France, donc l'UDAP aujourd'hui. Il y avait le CAE qui allait dans mon sens. Je dis, voilà, on proscrit le PVC. Je me souviens de formulaires, de petits papiers que distribuait le CAE à l'époque et le SDAP à l'époque. Donc pas de PVC. On évite l'aluminium pour des questions diverses sur lesquelles je pourrais développer. Et j'ai essayé de trouver des matériaux pour ne pas avoir utilisé cet épouvantable placo-plâtre qui est posé sur des rails avec derrière des isolants bien souvent immondes, en tout cas à l'époque. Et je découvre la brique monomure, la brique de 37, qui se monte en fait comme des blocs de pierre appareillés. C'est-à-dire que vous les collez avec une barbotine. Et tous mes projets, je les ai construits de cette manière jusqu'à ce que je puisse enfin construire avec du béton de chanvre, alors qu'à l'origine, je voulais construire avec de la terre massive. Alors, je passe vite parce que, si vous voulez, je vous parle d'architecture, mais en même temps, je vous parle de ville. Parce que bien souvent, on s'arrête à des questions, d'apparence. Mais regardez bien, par exemple, tout le monde est très fan de design, du Bauhaus, etc. Donc Charlotte Perriand, super, j'aimerais bien avoir une bibliothèque de Charlotte Perriand. Mais vous regardez une bibliothèque de Charlotte Perriand qui a été produite dans les années 50. Et vous regardez, vous touchez, vous tripotez, vous reniflez une réédition de Cassina. Mais c'est le jour et la nuit. Cassina, pour moi, produit des cochonneries. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la forme, mais la question de la matière est essentielle. Et lorsque vous vous promenez dans la ville, vous le voyez bien, les urbanistes font énormément d'efforts au niveau des matériaux. On peut le voir d'ailleurs encore à Richter. Il y a des revêtements de sol qui sont superbes, des traitements de pierre qui sont très très beaux. Et ça, c'est important quand vous marchez dans la rue, vous regardez les arbres qui sont plantés, etc. Donc la question de la matière, autant à l'échelle du mobilier que de l'immobilier, donc la maison et la forme urbaine sont importantes. Voici pourquoi, dans mon urbanisme et dans mon architecture, ces histoires de fioritures, qu'on pourrait appeler de fioritures, de décors complètement superficiels, en fait, ont un sens et ont un rôle. Alors je continue rapidement. Là, c'est sur cette petite image, on voit par exemple. Alors souvent, moi je me disais, tiens, je vais faire du Grassi pour tel client. J'ai senti, je voulais acheter de l'art contemporain, machin, etc. Je me dis, wow, ils vont être sensibles au néo-rationalisme. Paf, ils voyaient d'autres dessins. Ils me disaient, ah ben non, finalement, monsieur Duru, vous allez nous mettre une toiture avec des tuiles, et puis c'est bien sympa, tous ces ornements que vous nous faites, etc. Bon, ok. Mais encore faut-il savoir le faire. Donc là, je vous montre, vous avez une petite série de photos. Alors là, vous avez du béton de pouzzolane. Le béton de pouzzolane, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, comment modeler une corniche, savoir comment fonctionne une simèse sur un larmier avec une doucine. Mais si vous voulez, les termes que j'utilise là, un jargon technique, est aussi important en architecture qu'en urbanisme. Il y a la même question d'architectonique. Je passe... Voilà, alors d'autres maisons. Donc ça, c'est un projet qui a été pensé avec le CAUE, avec toujours la question du croquis, puisque le dessin, en fait, pour moi, a été un fer de lance, autant pour penser l'urbanisme que l'architecture. Parce que quand je me balade en ville, je dessine la ville. Et ensuite, quand je pense la ville, j'ai, dans mon imaginaire, de quoi penser. Bien souvent, on a son appareil photo. Moi, j'encourage tout le monde à avoir un carnet à dessin. Et mes étudiants, je ne les ai jamais frappés, mais je les encourageais, je leur demandais de cacher leur appareil photo et de sortir leur crayon et leur carnet de dessin. Tout simplement pas pour faire des beaux dessins, mais pour passer le temps qu'il faut à observer et à retranscrire et à apprendre. Et en urbanisme, c'est vraiment la même chose.
hein. Les étudiants, il faut qu'ils se baladent dans la ville, qu'ils touchent les bâtiments, qu'ils regardent comment c'est foutu, et qu'ils fassent des croquis, qu'ils mesurent les largeurs de voies, la hauteur des bâtiments, la hauteur d'égouts, etc. etc. Voilà. Alors, j'avance rapidement. Voilà la fameuse monomure. Tac. Alors, la question du formalisme. Là, par exemple, je suis dans un quartier des années 30. Bon, on va essayer de faire une maison des années 30. Donc là, c'est une maison qui semble avoir un toit terrasse, mais en fait, elle a des tuiles. Je passe rapidement. Donc là, dans le quartier, je peux vous dire que cette maison, tout le monde croit qu'elle est des années 30. Hein, les gens qui viennent visiter monsieur et madame Delorme croient qu'ils entrent dans une maison des années 30. Ça, c'est aussi la question de la matière, voyez-vous, parce que quand ils tapent sur les murs, ils se rendent compte que ça ne sonne pas comme ça sonne vraiment dur. Et si vous donnez un coup de pied sur une cloison, j'utilise des cloisons en briques. Et c'est ce aussi que j'essaye de faire en urbanisme, c'est d'avoir cette même cohérence, qui ne s'arrête pas à une question formelle. Alors, je passe rapidement. Ça, c'est maison Cap de Ferraud. Alors, là, vous voyez, là, c'est la question des matériaux. Alors, j'ai dépassé mon temps. Je vais venir à la question donc d'Aniane. Donc, c'est un projet qui a été fait aussi main dans la main avec de nombreux étudiants et avec le CAUE. Donc, ça a été vraiment une partie de plaisir puisque c'était enfin l'occasion, après 2 autres études, parce que ce projet est le résultat d'un travail de recherche sur Syracuse avec mon ami Jan Onaner et Aurélie Thor. Voilà. Alors, ce projet d'Aniane, je ne vais pas vous faire un développement sur l'histoire, etc. Mais j'avais commencé à repérer avec des étudiants, des petites études qu'on fait à l'école, c'est-à-dire des études d'ordre typomorphologique, le gabarit de voix, comment tout cela se constitue, quels sont les éléments qui structurent la forme de la ville, à savoir l'abbaye, l'abbaye d'Aniane, et donc certains éléments qui sont assez forts dans la ville. Donc là, vous avez par exemple une planche sur la voirie, et là, sur cette planche, vous avez la question de la constitution de l'îlot, mais de l'îlot qui ne peut pas aller sans la question de la parcelle. Et toutes les études que je fais, enfin les études, j'en fais très peu, je vous rassure, en urbanisme, je m'interroge toujours sur la question de la parcelle, mais il ne s'agit pas simplement de penser la parcelle, il faut trouver une stratégie pour que les opérateurs acceptent de subdiviser les îlots pour donner une forme urbaine cohérente. Puisqu'on en revient à la question de l'architectonique, c'est-à-dire que c'est très bien de faire de la voirie, de faire du gabarit, de faire de l'îlot, mais si on oublie la question du parcellaire, on loupe quelque chose. Voilà. Alors je m'étais rendu compte, alors je pourrais développer si vous le voulez, qu'il y avait des éléments comme l'ancienne tannerie qui est ici, vous voyez, qui était un bloc qui se constituait par juxtaposition, par addition, mais qui a une forme pure et qui a une forme rectangulaire avec un cœur d'îlot ouvert. Et ensuite, on avait étudié un vestige d'îlot médiéval qui est un petit peu plus haut et qui avait été encombré par un petit équipement, une halle. Et on avait tenté de penser le programme urbain à partir de ces résidus de forme urbaine. Et on voit en haut à droite, oui, je n'ai pas de meilleures images, comment est-ce qu'un îlot peut être subdivisé de manière rationnelle et comment peut-il se subdiviser dans le temps. Et là encore, il faut trouver une stratégie en termes d'opération pour que les acquéreurs puissent à leur tour subdiviser l'îlot. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un promoteur, un opérateur public ou privé qui va acheter un îlot, il faut donner la possibilité de le faire bien évidemment, mais aussi il faut donner la possibilité à un particulier ou à un petit opérateur de prendre un morceau de l'îlot et s'il en a envie de le subdiviser. Et je suis allé, enfin notre idée était d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il fallait imposer sur le site la possibilité à des petits particuliers pauvres de pouvoir acheter une toute petite parcelle. Une parcelle même d'une centaine de mètres carrés, c'est-à-dire que vous vous implantez sur 30 mètres carrés,
vous ajoutez un étage, voire deux, un étage de comble, ça vous fait 90 mètres carrés, donc c'est une maison tout à fait décente. Moi, je vis dans un appartement beaucoup plus petit. Et puis ensuite, vous avez un petit potager de 30, 40 mètres carrés, peu importe. Donc, vous vous rendez compte, si vous réussissez en termes de stratégie, parce qu'après, il faut convaincre tout le monde, bien évidemment, si vous réussissez à vendre de toutes petites parcelles, ça permet à des petits portefeuilles de ne pas s'endetter sur 20, 30 ans. Hein, et de mettre de la qualité dans la construction. Et à partir de là, on peut établir un règlement où on va imposer systématiquement des menuiseries en bois et une certaine qualité au niveau des matériaux. Et ça, je ne vous mène pas en bateau. Les maisons en monomure que je construis avec des cloisons en briques plâtrées, mes constructions, elles ne sont pas à des prix astronomiques. Là, j'ai fait l'expérience à Octon d'une petite maison au prix du logement social. Alors, celle-ci n'a pas des cloisons en briques, mais elle est en monomure, plancher, bois massif en Douglas. Après, si vous voulez, on pourra parler économie. Alors là, je passe vite. Donc ça, c'est des petits croquis, vous voyez, qui montrent comment un opérateur peut prendre un îlot entier. Donc ça, c'est un îlot ouvert qui est inspiré de la ferme de la Tanne, qui est l'ancienne tannerie d'Agnan. Voir qu'est-ce que ça peut donner en termes de forme. Donc c'est assez militaire, hein, c'est une architecture de caserne, et elle est tout à fait critiquable, il n'y a absolument aucun problème. Et à côté, on voit comment cet îlot, s'il est subdivisé, peut constituer une forme, spontanée. La spontanéité, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, puisqu'on va extrêmement vite. Hein. Comment laisser du temps au spontané? Donc il faut trouver des stratégies afin de pouvoir constituer ce phénomène. Et j'en viens aussi à la question du poétique, parce que le spontané permet d'inscrire l'existence dans un temps qui est un petit peu plus long, voyez-vous. Mais là-dessus, je pourrais développer parce que ça peut présenter des paradoxes. Voilà, donc ça, c'est encore des croquis. Alors, je vous rassure tout de suite, je dessine beaucoup à la main, mais je dessine aussi grâce à l'outil informatique. Hein. Les deux, pour moi, vont ensemble. D'abord, c'est la tête qui pense, et le dessin manuel aide la tête à penser, et ensuite la tête contrôle la machine, jamais l'inverse. Hein. C'est-à-dire que quand il m'arrive de faire modéliser des perses, elles sont déjà dans ma tête, elles sont déjà gribouillées sur un bout de papier. Hein. Et puis après, c'est l'ordinateur qu'on fouette, c'est pas l'ordinateur qui fouette l'architecte. Voilà, encore des petits croquis. Donc ces croquis vous font comprendre ce qui pourrait apparaître comme étant du formalisme. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas à une question de formalisme. J'avoue que je suis un peu scotché par l'intervention précédente que j'ai trouvée admirable. Et moi, je m'inscris, d'ailleurs, et que je comprends beaucoup, parce qu'effectivement, je crois que dans ma formation d'architecte, ce qui m'a le plus marqué, c'est mes arpentages italiens et de la Renaissance italienne. Et bon, je me suis tout à fait reconnu dans ce qu'a expliqué Nicolas Duru. Là, en fait, je me présente comme... Je suis un architecte parisien d'origine et cutéreux de fonction, je dirais. C'est-à-dire que je suis implanté dans ce département depuis maintenant presque 35 ans. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai travaillé dans des zones périphériques, effectivement, dans les hauts cantons de l'Hérault, dans les communes rurales. Et ma première expérience qui a été magnifique a été de complètement refaire le centre ancien de Bédarieux, qui était à l'époque dans une situation dramatique. Et c'est une démarche qui est issue, en fait, d'une démarche de projet urbain qui, pour moi, a démarré quand j'ai commencé. Je me suis mis en libéral en 1978 avec les lois de 1977 sur l'architecture, sur le projet urbain, etc. C'était fondamental. Et donc, depuis cette époque-là, je n'ai jamais pu travailler autrement qu'en considérant que ce que je pouvais produire en tant qu'architecture ne pouvait que s'insérer dans une démarche urbaine et que j'ai donc privilégié constamment. Il se fait que, parmi mes nombreuses expériences dans ce département de l'Hérault, que je chéris particulièrement, il se fait que, de façon assez étonnante et presque miraculeuse, je suis l'architecte conseil de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues depuis 30 ans.
avec des hauts et des bas, bien sûr, c'est très compliqué, hein, parce que le rôle et la situation de l'architecte conseil est toujours très, très variable. Et il s'est fait que cette commune donc, est située au nord-est de Montpellier, pas très loin de Lunel. C'est une commune qui se trouve à la marge d'un massif calcaire qui est très intéressant, puisque c'est ce massif calcaire qui a fourni l'essentiel des pierres qui ont construit l'environnement urbain de Montpellier et de sa région. Il s'agit de la pierre de Castries, aussi appelée, qui maintenant est produite sur des carrières qui sont à la limite entre Saint-Genis-des-Mourgues et Beaulieu, pas loin de Sussargues, comme on peut le voir sur cette carte. Et ce village de Saint-Genis-des-Mourgues, qui se trouve sur une langue rocheuse, qui est en promontoire, en éperon, devant ce massif de calcaire qui donc a fourni ces carrières, dont on voit ici un exemple. On est sur une zone de calcaire très dur, cristalline, qui est un peu comme une île au-dessus de la plaine agricole qui s'étend jusqu'à la mer. C'est la particularité de cette commune, c'est que les gens, depuis de tout temps, ont eu une double activité, à la fois d'agriculteurs et en même temps de carriers. Donc ce sont en gros une tradition de paysans travailleurs qui est tout à fait intéressante. Et cette commune a eu pendant un certain temps un maire qui l'a beaucoup marqué, qui est un carrier, qui a voulu valoriser en fait le patrimoine, valoriser les savoir-faire qui avaient été accumulés, et qui a été un des premiers à tenter de mettre en place des mesures pour préserver la qualité de l'architecture traditionnelle du village. Je poursuis. Voilà la vue qu'on a de Saint-Geniès quand on arrive de Lunel-Viel. On voit ces très beaux aliments de platane qui sont à gauche. Et au fond, le village sur son éperon avec le clocher du 19e qui coiffe une église d'origine romane. Puisque l'origine de Saint-Geniès-des-Mourgues, c'est une origine ecclésiale. C'est une abbaye qui a la particularité qu'elle a été réservée à des Mourgues. Les Mourgues, c'est des religieuses. Donc, j'ai repris ici le plan tel que se présente Saint-Geniès au début des années 2000. On a d'une part ici le quadrilatère médiéval qui est du XIIIe siècle, qui est très bien marqué avec sa ligne de rempart, etc., avec l'église au centre. On a autour des développements du XIXe siècle qui ont été structurés par la création, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de la route, cette route départementale, qui a généré effectivement des noyaux d'habitat tout son long. Et il y a une deuxième route qui a structuré le paysage, c'est la route qui va à Saint-Christol depuis Saint-Bresse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à partir des années 70, on a des explosions de pavillonnaires anarchiques dans une zone plutôt boisée qui se trouve par ici. Et à ce moment-là, ce maire dont je vous parle prend conscience qu'il y a un problème, que tout parte à volo et qu'il faut faire quelque chose pour organiser tout ça. C'est la première commune qui, dans la région montpelliéraine, établit dès 1970 un plan d'urbanisme, un plan régulateur qui essaiera de délimiter quelles sont les zones qui peuvent être construites. Et il lance à ce moment-là une opération invraisemblable qui est ce croissant de pavillonnaires, d'habitat ici, qui se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, à la limite de la zone agricole qui est là. Et donc qui ne gaspille pas de terres cultivables, et sur lesquelles vont s'établir des constructions sur des parcelles qui font 1200 mètres carrés, c'est très confortable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, par exemple, on est en train de réfléchir à voir comment on peut trouver des solutions pour arriver à densifier ces quartiers-là. C'est une parenthèse.
Dans la foulée, il se crée ici un quartier qui est le contre-exemple total, c'est donc au début des années 2000, d'un quartier pavillonnaire sur des parcelles de 800 mètres carrés. À l'époque, toutes les discussions visant à produire des parcelles plus petites, à intégrer du logement social, etc., butent sur cette idée que non, il faut que le village soit bien habité par des gens qui aient les moyens de construire, etc. Mais de fait, ça aboutit à un résultat qui est que, au bout d'un moment, les gens de Saint-Geniès, et à commencer par les élus, constatent que leurs enfants ne peuvent plus construire sur le village. Donc il y a problème. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose, il y a la pression des agriculteurs, qui devient très forte. Il faut dire qu'au début des années 90, il y a eu ici, à l'initiative de ce maire dont je vous ai parlé, la construction d'un lotissement de remise. Et ça a été une négociation extraordinaire entre la commune et les viticulteurs pour arriver à négocier que la commune pouvait leur fournir ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire des locaux qui étaient compatibles avec leurs besoins techniques. Ils expliquaient tous que mettre en marche un tracteur à 4 h du matin dans un village, ça ne se fait plus parce que les résidents maintenant n'en veulent plus, que de fait les portails n'étaient pas assez hauts pour faire passer les vendangeuses, etc. Donc ils négocient à ce moment-là. C'est le moment où moi je vais arriver sur place. J'aurai à travailler sur la teinte des enduits, qu'on choisira d'ailleurs, pour être sûr qu'il y ait une homogénéité, de teinte gris Kéron, puisqu'on était sûr qu'il y aurait au moins la moitié de ces agriculteurs qui ne feraient pas d'enduit. Donc c'est resté très homogène. C'est pas très beau, mais c'est très homogène. Et donc ça c'est en 1990, et on se trouve donc au début des années 2000, où il y a ce questionnement. Alors oui, j'ai oublié le point le plus important, c'est que la négociation portée avec l'ensemble des agriculteurs était qu'on leur donnait la possibilité de construire des hangars à des prix défiant toute concurrence au niveau du foncier, contre l'interdiction absolue de construire dans les zones agricoles. Et ça a été une mesure très complexe et très courageuse qui a abouti à une chose, c'est qu'il n'y a pas de mitage à Saint-Geniès-des-Morues, ou alors du mitage antérieur à cette période-là. Mais évidemment, au début des années 2000, il y a ce problème effectivement de croissance démographique, et les viticulteurs sont les premiers à dire « mais écoutez, quand même c'est gonflé, nous on a du terrain, on n'a pas le droit de construire, on est cèpes ». Et à ce moment-là, le successeur du premier maire dont je vous ai parlé se dit « il faut faire quelque chose ». Et à ce moment-là, il va négocier l'achat d'un foncier permettant d'apporter une nouvelle réponse à ces agriculteurs. Nous nous trouvons au nord de la commune. Si je reviens en arrière, je vous précise l'emplacement de ce quartier Vignon dont je veux parler. Nous nous trouvons donc à ce moment-là, c'est une photo de l'époque, en 2004, donc, le maire de la commune négocie avec la cave coopérative et des viticulteurs, parce que cette zone ici sert en partie de terrain d'épandage pour la cave coopérative qui est là. Nous avons les remises ici. Et il arrive à acheter, disons, le terrain à des prix tout à fait intéressants qui lui permettent de disposer à cet endroit-là de 5 hectares, pour réaliser une extension urbaine du village. Dans la foulée, en 2005, avec Alain-Marie Lemarié, nous produisons donc une modification du POS qui permet cette chose miraculeuse, qui est que la commune a les moyens de valoriser du foncier à partir du moment où elle gère effectivement les règles d'urbanisme qui vont réglementer la possibilité de construire. Et donc on crée à ce moment-là deux zones, une zone NCH2 qui est en continuité avec la zone NCH1 des remises. NC, c'est-à-dire cette zone agricole, et H, ça veut dire habitable. Et puis à côté, une zone de NA qui va servir à faire un quartier d'habitation. Alors, à ce moment-là, pour nous, on se pose effectivement la question de savoir comment on va gérer tout ça, qu'est-ce qu'on va produire. Et
la réflexion était que je me trouvais face à des gens qui avaient en tête deux modèles d'habitat, qui étaient soit du collectif urbain qu'ils rejetaient comme étant concentrationnaire, ou cette fameuse maison individuelle dont on peut faire le tour avec une tondeuse à gazon. Et à partir de là, j'ai essayé de réfléchir sur la question de savoir si on pouvait faire autrement. Et d'où l'idée, effectivement, de ces deux points qui sont mentionnés ici, l'urbanité villageoise et la maison vigneronne. Alors, sur Saint-Geniès-des-Maux, c'est un village qui est extrêmement agréable, où les exemples pullulent du charme et de la qualité de l'habitat. Vous avez notamment une maison en pierre de taille, construite avec cette pierre de Castries. Ça, c'est le plan des cafés, où on a réussi, en ayant fait une fosse de 10 mètres cubes quelques années avant, à planter un platane au milieu. Elle était un peu déserte, sinon. Et puis, voilà, l'ambiance des rues d'époque médiévale ou de l'esplanade récente devant l'avenue de Montpellier, avec ses maisons traditionnelles. La question, donc, de trouver le modèle d'habitat qui puisse être à la fois une image tangible de ce qu'on pouvait construire et, d'autre part, d'arriver à convaincre, effectivement. Ça a été le recours à la maison vigneronne. La maison vigneronne, c'est un modèle, vraiment, une typologie vraiment extraordinaire. C'est une maison qui, ici, à Saint-Geniès, fait en général R+1. Parfois, ces maisons ont aussi un palier à l'étage supérieur, mais quand il n'est pas à l'étage, il est à côté des pièces d'habitation. Au rez-de-chaussée, on n'a que des surfaces qui sont à caractère utilitaire. C'est la remise, c'est la grange, c'est l'écurie, etc. Et la partie habitable, on peut y accéder par une porte d'entrée qui mène directement à l'escalier, qui débouche à l'étage sur les parties habitables. Donc, l'idée était là, comment interpréter cet habitat de village, sachant que quand j'ai présenté l'idée, ça a séduit, parce que les gens connaissaient, ils avaient trouvé que c'était une idée intéressante, dont je vais y revenir, voir comment elle peut être mise en place. On a sur cette planche l'ensemble c'est tiré du cadastre peu après la fin de l'opération, où nous trouvons donc ce quartier des Remises dont je vous ai parlé. Le hameau viticole, c'est l'ensemble des parcelles qui ont été concédées à des viticulteurs. Il y en a une douzaine, elles font en moyenne 1500 mètres carrés. C'était en gros le deal qui a été passé entre la commune et ses viticulteurs, qui a permis aussi d'acquérir l'ensemble du reste du terrain. Et puis, on a ici ce quartier vigneron dont je voudrais vous parler. Entre les deux, il y a d'emblée un obstacle qui est venu, qui était que les viticulteurs ont dit « oui, mais nous, on est nuisants, il faudrait créer une barrière végétalisée entre les deux parties, etc. » Moi, je m'en suis tiré, je lui ai dit « écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un mur en dur. » On a construit un gros mur qui est là pour séparer ces deux quartiers. Finalement, ça marche très bien. Et à partir de là, donc, on a réfléchi à la façon dont on pouvait urbaniser cette partie-là, dont je vais vous expliquer un petit peu les fondements. Voilà, les principes de composition sur lesquels on a travaillé. Il s'agissait d'une part de créer une continuité entre le quartier des Remises ici et la partie viticole qui était là. Ensuite, il s'agissait d'arriver à gérer un minimum de choses pour arriver à une forme urbaine qui soit intéressante et acceptable. Et ça a été, d'une part, de créer un alignement arrière ici, le long de ce mur dont je viens de parler, qui, on va voir comment après, a permis que se réalise sur des parcelles de primo-accédants et selon des règles qui avaient été définies, au niveau notamment des toitures, un habitat qui est à la fois homogène et diversifié. Ensuite, on a la question des alignements imposés. Ces alignements imposés, on les a ici réalisés pour l'alignement des hangars. C'est-à-dire que ce qui avait été passé comme accord avec
avec les agriculteurs était qu'ils devaient construire un hangar d'abord et une maison ensuite. Et on a imposé que les hangars soient mis en place en frontalité avec l'espace public. Deuxième élément d'alignement imposé, c'est ces alignements-là, où là, carrément, on est allé plus loin, puisqu'on a imposé la maîtrise de la volumétrie, et évidemment, parce que tout ce qui est en jaune ici, ce sont les logements sociaux qui représentent un tiers de l'opération Quartier Vigneron, mais dont nous avons eu la maîtrise complète. C'est-à-dire que non seulement j'étais l'architecte du quartier, le coordinateur de l'opération, mais en même temps, j'ai été le maître d'œuvre de ces habitations sociales qui se sont faites, comme on peut le voir ici. Il y en a une vingtaine au total, c'est pas énorme, mais on a déposé 1, 2, 3, 4, 5 permis de construire. Et ça, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ça apporte de la diversité et c'est quelque chose qui, au final, est tout à fait intéressant. Et ce qui était important pour nous, c'était que le fait d'avoir des pignons ici que nous maîtrisions nous permettait, en faisant ces placettes entourées de bâtiments, de maîtriser complètement la volumétrie de ces places, sachant qu'une place, ce n'est pas une surface, c'est du volume. Alors, voilà les principes sur lesquels nous avons travaillé. Voilà ici la liaison entre le quartier des viticulteurs et puis la première placette, la placette haute du quartier Vigneron, dont on aperçoit ici une bande d'habitat social, sachant que tous ces logements sont des logements individuels. Nous ne sommes que dans du logement individuel en bande. Alors, et puis, donc, au centre, alors, le principe est très simple, c'est au centre, on a un espace vert avec des arbres de bonne taille et du stationnement. Et c'est quelque chose qui, parfois, a été critiqué, parce qu'effectivement, ça donne beaucoup de bitume dans ces opérations. Mais le stationnement dans un village qui se trouve à 20 km de Montpellier est quelque chose d'incontournable. C'est impossible de vivre dans un village s'il n'y a pas pratiquement un véhicule par adulte. Et donc, il a fallu se résoudre, bien sûr, à faire du stationnement, même si on en impose dans le bâtiment, ce qui est un peu compliqué parce que, de fait, les garages qui sont imposés dans les bâtiments et qu'on a réalisés ici, en gros, sont utilisés à tout casser à 80%, à 20%. Le reste du temps, ils servent à entreposer l'ensemble des objets de consommation qui maintenant encombrent l'habitat. Alors, voilà un nouveau plan qui montre la complexité de l'opération. On a parlé donc de la partie des agriculteurs et dans le quartier Vigneron, nous avons en gros 3 types d'habitat. Il y a tout ce qui est en vert, qui est périphérique en fait par rapport à ces placettes. Ce sont des parcelles libres d'environ 650 mètres carrés qui ont été bien vendues et qui ont réussi à financer le reste. Je dois dire que donc l'ensemble d'opérations a eu une maîtrise d'ouvrage unique, évidemment, c'était indispensable, laquelle était FDI. Donc, ensuite, on a ici en bleu tout ce qui est des logements primo-accédants. Donc là, le vert, c'est 22 parcelles. En bleu, c'est autant, 22, qui donc ont été répartis le long de ce mur dont j'ai parlé tout à l'heure avec ses alignements arrière, plus dans ces parties-là, on en a qui sont en fond de placettes, et qui nous ont permis, là aussi, de gérer la volumétrie des places. Et puis, enfin, tout le locatif social avec les 5 opérations dont j'ai parlé ici. Donc, ça, c'est un des facteurs qui a, je pense, évidemment, a eu beaucoup d'effets par rapport à la qualité de vie de ce quartier où il y a un réel mélange de population. Alors voilà la rue qui monte dans le quartier, qui permet donc de desservir les placettes.
avec, sur la droite, ces maisons de primo-accédants, dont on voit qu'elles ont toutes des volumétries différentes, même si elles ont comme paramètre imposé, c'est effectivement qu'il y ait des toitures à 2 pentes ou à 1 pente, mais pas plus. Et on a réussi, un miracle, à éviter le sempiternel 4 pentes, sachant que j'étais donc l'architecte coordinateur qui a visé tous les permis de construire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi autre chose important, oui. On a totalement géré l'ensemble des murs de clôture qu'on a construits avant de livrer les parcelles. Ça, c'est un élément d'homogénéisation qui est absolument extraordinaire, parce qu'évidemment, on a quelque chose qui se tient très bien. Alors, voilà ici une vue de la place haute, avec ces parties centrales qui sont très simples, où il y a juste des micro-couliers, des bancs de bonne qualité, et puis des jeux d'enfants. Et puis, on a des bandes de stationnement qui sont de part et d'autre. Voilà, c'est la même place, mais on a déjà la vue vers la rue qui conduit à la place basse. En dessous, voilà une coupe qui nous montre en gros l'importance de l'espace public. Ici, c'est du locatif. Vous allez voir donc, que ce locatif, comme ces maisons d'accession, étaient conçues sur l'idée de la maison à patio. Et au milieu, on a donc les 2 parties de stationnement, plus l'espace public végétalisé. En gros, sur cette opération, on a 26% de la surface qui est de l'espace public. C'est quand même un taux très important par rapport à ce qui se fait d'habitude, où on est plutôt dans les 18-20% avec les promoteurs. Voilà une vue de la place basse, avec toujours cette même typologie. Et là, ici en particulier, les maisons en accession à la propriété, qui sont entre 2 espaces extérieurs qui enrichissent beaucoup, je pense, la qualité de l'habitat. Je continue. Voilà donc une maison de type 3 dans le locatif. Le problème avec le principe de la maison vigneronne, c'était que nous ayons en rez-de-chaussée que des espaces à caractère utilitaire. Donc on a les portes d'entrée, les portes de garage, plus des celliers, c'est tout, mais il n'y a aucune pièce habitable. Les pièces habitables, elles sont à l'étage et elles sont reportées derrière. Et pour les reporter derrière, on les a disposées autour d'un patio. Donc on a ici donc, ces parties garage, l'entrée, le cellier, etc. Et ici, le patio, qu'on a essayé de faire de la même taille que ce que pourrait être une pièce de séjour, ce qui n'est pas toujours facile avec les normes de surface et surtout les normes de prix dans l'habitat social. Toujours est-il que le résultat, c'est qu'on a donc là une maison individuelle sur une parcelle qui fait 102 mètres carrés, de surface habitable de 71 mètres carrés, plus 30 mètres carrés d'espace utile, qui fonctionne très bien en fait. Là, vous avez le modèle effectivement de l'habitat qui était en accession à la propriété, avec c'est pareil, la maison très très simple, un volume parallélépipédique au centre de la parcelle, avec une partie garage d'un côté et une partie jardin de l'autre. Voilà le quartier une fois achevé. Je fais mon épilogue, n'est-ce pas, le temps long de l'urbanisme. Voilà le nouveau quartier, le vieux village, et comment tisser la ville. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a là donc un quartier relativement dense, puisque en moyenne, sur le quartier Vigneron, on est à 20 logements à l'hectare. Dans la partie basse, on est à 30 logements. Mais on a ici, au milieu, entre le vieux village qui est là, on a un îlot qui fait 600 mètres de large et qui bloque tout. Et donc, très rapidement, en 2013, on lance une modification, on lance le PLU avec Michel Gerbert, et on arrive in extremis, avant d'achever le PLU, à imposer quelque chose qui ne plaisait pas du tout au maire, mais de créer un passage ici, au milieu de cet îlot énorme. Ça donne l'espace réservé numéro 14, qui est à côté de l'école, et évidemment, on voit tout le bénéfice que les gens pourraient en tirer pour accéder à l'école directement par rapport à ça.
Pour ça, on va regarder bien sûr un petit peu ce qui s'est passé avant, et puis le cadastre napoléonien, qui est très ancien, puisqu'il est de 1808, nous montre qu'on avait, à cet emplacement-là, exactement, ce qu'on appelle la promenade de Lacoste, qui était en gros l'espace de balade des gens du village au début du 19e siècle. J'ai remis quand même ici les grandes pénétrantes de l'époque de la fin du 19e siècle. Donc on va à ce moment-là proposer effectivement, alors ça c'est une deuxième étape, oui, j'ai parlé du PLU de 2013. En 2016, on fait une modification pour aller un peu plus loin parce que ça urge de mettre de l'ordre là-dedans, surtout qu'il y a des coups partis qui font pas plaisir. Et donc on essaye de monter à ce moment-là une opération, une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation qui va mettre 2 ans de discussion très compliquée à partir d'un schéma, voilà l'étude urbaine, qui était très simple, très lisible, avec une opération d'habitat d'une douzaine de logements, une extension de l'école, plus la création d'une nouvelle entrée, qui était très compliquée ici, plus des espaces de stationnement, etc. Tout ça va déboucher voilà, sur cette espèce de magma, où on a réussi quand même en 2018, ça a été approuvé très récemment, à préserver l'essentiel, c'est-à-dire le passage, et à mettre un emplacement réservé ici. Mais ça a été 3 ans de bagarre très compliquée, épuisante. Donc je vous ai mis juste voilà, ma conclusion, que je vous laisse lire, que je trouve quelqu'un que j'aime beaucoup. Et... Donc oui, je vais vous présenter 3 opérations. Une opération donc, il y a 10-11 ans, et faire un petit retour avec quelques photos de l'état actuel. Ensuite, une deuxième opération à Montpellier qui ne s'est pas réalisée, et une troisième opération qui est un projet en cours qui est situé à Toulouse. Donc j'ai pris, j'avais peur d'être un peu trop long, j'avais pris plein de notes, j'avais écrit plein de choses. Mais la question qui était posée, c'était qualité urbaine et logement individuel dense. Donc je voulais juste faire une petite introduction parce qu'on a parlé de densité, mais je me posais la question, qu'est-ce que c'est que la densité finalement? Parce que c'est un mot que l'on a tous en tête, mais qu'on a un petit peu de mal à définir. Parce que quand on lit quelques études, on se dit finalement, j'ai lu ça tout à l'heure avant de venir, la densité pour les Français, en gros à 70%, c'est pas bien, quoi, pour parler très vulgairement. Donc la densité, c'est par exemple, pour vous donner une idée, les lotissements périurbains que vous connaissez, ça va aller de 10 logements à l'hectare à 18-20 logements à l'hectare. Les opérations que je vais vous présenter ce soir, c'est plutôt autour de 50, 60, 70 logements à l'hectare, composés de maisons individuelles. Donc il y a aussi la question de la qualité urbaine. Moi, j'ai beaucoup de mal à définir ce qu'est la qualité urbaine en soi. Je crois que c'est d'abord finalement les habitants qui font la qualité de l'urbanisme et de ce qui s'y passe, ce que eux, en fait, génèrent par eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer peut-être plus clairement, beaucoup de projets, beaucoup de programmes que vous voyez aujourd'hui de développement et c'est pas justement ce que l'on a vu ce soir, et c'est pour ça que je trouve que c'était très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de programmes, en tout cas à grande échelle, qui sont constitués autour de marketing, d'idées, quoi. C'est-à-dire que finalement, les modes opératoires sont toujours les mêmes, le résultat formel est à peu près toujours le même. Ce qui les différencie, c'est qu'il y en a un qui est fait autour d'un port, l'autre est fait, c'est thématique, quoi, en fait. Donc la question de la qualité urbaine, elle est très complexe, je trouve, à définir. Et je crois que ce sont d'abord les habitants qui font la qualité urbaine, parce qu'ils génèrent par eux-mêmes. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui, effectivement, de l'apprendre et de le matérialiser. On nous pose ces questions-là toujours, mais moi j'ai beaucoup de mal en tout cas à y répondre. Je crois que notre travail d'architecte est plutôt d'observer une situation, d'observer un lieu, et notre métier c'est qu'on va transformer finalement ce lieu. Et je crois que c'est par le projet, au final, c'est par le projet que l'on arrive certainement à répondre à ces questions. Moi j'ai beaucoup de mal à y répondre en préalable.
Je pense que chaque fois, c'est le projet qui tente, qui cherche à y répondre, et qui donc va amener peut-être une réponse différente à chaque opération. Donc ce projet d'Aigues-Mortes, vous pouvez le voir sur ce plan, c'est un plan d'abord qui a été fait par un géomètre, ce qui est aujourd'hui très très souvent le cas. C'est-à-dire qu'on a une société technicienne, et le découpage du territoire, il est quantitatif, il n'est pas qualitatif, quoi. C'est-à-dire ce qui est vendu, ce qui est donné, c'est d'abord une surface, une quantité. Et ça, c'est de l'abstraction pure. Ce qu'on va dire, on va vous dire, il faut autant de parcelles de 400 mètres. Parce qu'en gros, 400 mètres, c'est ce qui se vend dans le territoire dans lequel on intervient aujourd'hui. Ou 300 mètres dans tel autre territoire, ou 500 mètres dans tel autre territoire, parce qu'on est loin d'un centre urbain, etc. Donc il y a une question qui est sur ce découpage du territoire et sur le parcellaire que l'on nous fournit, architecte. Là, justement, ces deux opérations, on n'a pas été opérateur urbaniste et architecte. On a simplement répondu en tant qu'architecte à une situation. Donc la question face à laquelle on se retrouve, c'est qu'on a un territoire ou une parcelle ou un macro-lot qui est une quantité. Il fait 1800 mètres carrés. Mais il ne s'appuie pas forcément sur une limite historique, au bord d'un chemin, au bord d'un ruisseau, autour de 2 arbres, je ne sais pas. En fait, c'est simplement une abstraction. Et ça, c'est une première difficulté, ou en tout cas, c'est une manière de raisonner face à laquelle on est toujours confronté, et on doit d'abord raisonner avec cette quantité. Donc on a un territoire qui est abstrait. Il est situé, juste pour vous montrer rapidement, ce terrain est ici, c'est la ZAC des Boudres. On a le canal des Boudres, Aigues-Mortes, la ville fortifiée, la tour de Constance est ici. Au-delà de ces questions de quantité de territoire que l'on nous donne, il y a des prescriptions. Vous pouvez avoir des prescriptions qui ont été faites par un architecte, un urbaniste, un paysagiste, qui est un autre acteur. C'est-à-dire qu'il y a un découpage aussi, bien souvent, des acteurs. La personne qui découpe le territoire n'est pas forcément, rarement, la personne qui va construire ce territoire physiquement. Donc ça, c'est aussi une vraie question, ce découpage. La prescription était, il faut s'aligner, ce terrain est orienté en gros nord-sud, où il est sud-ouest, et on avait une obligation d'alignement le long du canal. Dans le PLU, c'était assez clair, l'idée était, on le voit sur la photo, hein, c'est juste cette route qui était préexistante, ce chemin. Et dans le PLU, il était écrit que cet alignement permettait de faire des maisons colorées, différenciées par leur couleur, côte à côte, des maisons de pêcheurs. Ce qui est toujours assez difficile aussi à appréhender, parce qu'il y a derrière une espèce de romantisme, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est vendu au maire, mais en fait qui n'a aucune réalité. Une maison de pêcheur, c'est une maison de pêcheur, elle est le long du canal, elle est les pieds dans l'eau, elle est peut-être en bois, un peu bricolée, enfin, elle a une histoire, quoi. Donc ça, c'est une véritable difficulté. On verra après que par la matière, on a essayé de contourner cette question. Donc la question qui se pose, c'est, en gros, il fallait faire 35 maisons, avec des typologies, là aussi la question typologique, la question de diversité de l'habitat qui a été posée par le CAUE. C'est aussi une difficulté parce que les opérateurs, c'est-à-dire les promoteurs, il n'y a pas de gros mots dedans, hein. Chacun a son métier, il n'y a pas du tout je ne stigmatise personne. Pour un promoteur, lui, il va vendre un produit, hein, ils appellent ça comme ça, et il va réfléchir à, suivant la situation, je peux vendre 90 mètres carrés. Et 90 mètres carrés, ça veut dire une maison, et donc une maison, elle devra avoir 3 chambres, parce que sinon, commercialement, c'est pas, si vous avez 2 chambres, par exemple, c'est pas, ils estiment que c'est pas vendable. Et donc, ces typologies, les types, finalement, ils sont prédéfinis. On n'invente rien, quoi. On nous dit, voilà, vous avez 36 maisons à faire, il faut qu'elles aient 3 chambres, sinon nous on ne les vendra pas. Cette opération devait être faite en bloc par un promoteur. Les 36 maisons devaient être faites par un promoteur. Donc on a commencé à travailler avec plusieurs paramètres, donc un alignement obligatoire côté nord, une profondeur d'une 30aine de mètres, donc des parcelles assez profondes,
Et on a défini un parcellaire autour de 7 mètres de largeur, à peu près, ce qui structurellement permet de faire quelques économies dans la construction de la maison. Des garages imposés sur la rue, puisque la rue était ici, donc l'accès était obligatoirement de ce côté-là. Et on avait proposé un accès sur le canal pour essayer justement de redonner une façade avec des ouvertures sur le canal, de ne pas avoir une façade arrière. Alors l'avantage de ce type d'habitat, de ce type de maison, c'est qu'elles sont complètement ventilées transversalement, donc ce qui thermiquement est plutôt un plus. Et ça permet aussi d'avoir des jardins patios, des jardins relativement protégés. On verra après sur les photos ce que ça permet de faire. La question qui se pose, c'est que l'on a un parcellaire complètement régulier si on fait ça. On se retrouve avec des lanières, 30 lanières. Finalement, si vous avez plus de longueur de terrain, il peut y en avoir 50 ou 60 ou 100 ou 300 ou 10. Et on n'a jamais de rythme finalement qui s'installe. On est dans une espèce de répétition systématique. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc à partir de ce constat, on l'avait matérialisé ici. Si on veut un petit peu diversifier, c'est-à-dire proposer des T4, des T5, ça veut dire des parcelles plus larges. Qui dit parcelle plus large, façade plus large, mais aussi, on a beaucoup de mal finalement dans cette volumétrie-là, à organiser correctement un bâti qui va augmenter, mais finalement d'une superficie d'une chambre en plus. Donc on a proposé ce principe-là. Encore une fois, c'était possible parce que c'était un promoteur qui réalisait la totalité, qui était une imbrication du bâti, pour avoir, mais ici par exemple le T5 a plus de façades disponibles derrière, mais à la même quantité de façades disponibles sur le jardin. Parce que ce n'était pas la peine non plus d'augmenter excessivement les jardins, parce que la typologie gagnait 10 mètres carrés. Donc ça nous permettait d'avoir une régularité des jardins, et ensuite des typologies variées dans cette organisation. Le plan en général était celui-ci, de composition de toutes les maisons. En gros, T4, T5, on en avait qui se dévoyaient parce que à côté c'était un T5, etc. De manière identique sur les garages, on a des garages doubles et des garages simples, et des reculs, des avancées pour essayer de donner aussi de l'épaisseur à la limite, pour pas que cette limite-là ait comme résultat cette figure, mais plutôt de pouvoir redonner ces épaisseurs, un petit peu cette couture. Ça, c'est les premiers plans que l'on avait fait, une maquette d'étude qui montre bien l'idée. Pour nous, l'idée était que les jardins intérieurs passent au-delà des garages pour venir fabriquer aussi la rue. Que les garages et la limite des maisons, en face sud, se retrouvent dans une épaisseur plantée et qu'on a un petit peu de mal à comprendre où était la limite de la maison entre la rue et puis le jardin privatif. Donc on voit des typologies assez simples. On a aussi proposé une variante qui était que sur certaines maisons, notamment il y avait des venelles imposées, que sur ces angles de venelles, on puisse sur les garages installer un T2, ce qui permettait une variété typologique. Et surtout, ça permettait aussi dans la longueur de la rue de redonner des habitants sur la rue. Parce que dans ces systèmes-là, on n'a que des garages finalement. Des garages, des portails, des arbres. Donc ça permet aussi de ramener des habitants vers la rue en les mettant au premier étage pour éviter une certaine promiscuité. Et ça, c'était vendu avec ces maisons d'angle. Et d'ailleurs, c'est les premières, je crois, qui se sont vendues ensuite. Donc elles avaient la possibilité de loger une personne en plus, de la louer, de la mettre en location. Et ça a très très bien marché. Ça, c'était une maquette promoteur après qui a été faite pour vendre, et où on voit cette idée de jardin finalement qui continue. On avait même proposé de travailler plutôt sur un evergreen pour les places de parking, pour leur donner cette qualité pas d'enrobé. Et l'idée était vraiment celle-ci, que les arbres que l'on retrouvait à l'intérieur étaient les mêmes dehors. Donc on verra ce qui s'est fait ensuite. Vous avez une coupe type ici. Là-dessus arrive 2008, parce que c'était en 2007 je crois ce premier projet. 2008, donc petite crise. Le promoteur dit bon, je ne sens pas de le commercialiser comme ça parce que ça ne va pas marcher. Donc il le commercialise différemment en disant, avec un montage qui s'est fait pendant quelques années, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, qui est quand même légalement pas très clair, qui est en fait de la maison individuelle, parce qu'il y a des contrats très précis pour la construction de maisons individuelles déguisées, de la CMI déguisée. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les clients achètent une parcelle,
nous, on leur fournit un permis, le promoteur leur fournit les entreprises, et donc c'est la garantie d'avoir un projet cohérent, mais sans passer par le système de promotion. C'est vrai que ça génère bien sûr tous les frais de commercialisation, d'avance de fonds, etc. en moins. Donc bien évidemment, ça baisse le coût final de la maison. Donc là, bien évidemment, l'imbrication, c'est fini, parce que comment vous voulez faire quand vous faites un coup par coup pour pouvoir imbriquer. Donc on se retrouve avec un parcellaire en lanière standard. La seule chose qu'on a pu conserver, c'est le décalage des garages, cette idée d'épaisseur en limite. Mais donc vous voyez comme simplement une question qui est finalement une question de commercialisation change un projet, quoi. Et là-dessus, on n'a aucune maîtrise, quoi. Puisque finalement, comme c'est eux qui vendent, soit on fait plus, quoi. Donc ça, c'est le projet terminé. En haut, vous avez une photo le chantier venait d'être terminé. Donc là, on voit, là c'est là-dessus où on a un petit peu discuté. Et puis ça, c'est des photos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Là, quand Sylvain m'a contacté, je suis retourné faire quelques photos, revoir le projet. Alors, premier constat, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne s'occupe pas de l'urbanisme dans ce type de projet. Donc vous voyez ce que sont devenus les arbres que l'on imaginait. C'est que la végétation, finalement, elle est perçue par l'aménageur comme de la décoration. La végétation, elle n'est pas l'accompagnement du projet dans l'idée du projet, mais c'est un élément décoratif, quoi. Il est purement décoratif, donc on met des palmiers, des yuccas, enfin des trucs qui ne font pas d'ombre, bien évidemment. Donc on perd cette idée, on perd la perception de ce projet qui a une épaisseur finalement sur la rue. Ça, c'est bien dommage, quoi. Je trouve que c'est un gros regret que nous, on a sur le projet. Les maisons, le plan, vous voyez, était assez simple. Nous, on cherchait à ce que les ouvertures soient légèrement en retrait pour les protéger un petit peu du soleil. Des volets à persiennes qu'on utilise depuis nos premiers projets pour pouvoir ventiler en permanence les maisons. Et des salles de bain qui s'ouvrent sur la terrasse. Parce que si vous mettez une fenêtre de salle de bain ici, vous comprenez bien ce que ça fabrique. Et puis ça donne aussi une échelle au bâti, ça donne une échelle aux maisons. Donc des principes constructifs simples, c'est un rectangle, un toit en tuiles de pente, mais ça aussi, comme le disait Nicolas, nous on n'est pas du tout gênés avec ça, parce que une toiture terrasse, c'est pas plus moderne qu'une toiture en tuiles. Enfin, une toiture terrasse, elle existait même chez les Sumériens, donc je ne vois pas pourquoi ce serait plus moderne qu'une toiture en tuiles. Donc on n'a pas du tout de souci avec ça, c'est effectivement une question de débord de toiture, d'accroche au mur, etc. Là je fais le tour. Alors on avait, pour éviter cette histoire de couleur de maison de pêcheurs, on avait proposé de le faire avec de la pierre de verse, pierre massive, ce qui avait séduit le maire parce que il y avait l'idée d'aigues mortes, ville fortifiée, etc. Et finalement, ça fait quand même une continuité de 300 mètres de long. Alors ça nous a permis aussi, vous voyez, on mettait les descentes d'eau pluviale entre finalement chaque maison, parce que cette partie-là est le mur mitoyen, en retrait. Donc ce qui séquence aussi les maisons. On n'a pas le mur qui est continu, ça va séquencer le bâti. On n'a plus, bien évidemment, les quelques marches d'escalier avec le ponton qui permettait d'accéder de l'autre côté, parce que ça, administrativement, c'est compliqué. Et puis, pour des questions d'économie, au final, c'est les premières choses, bien évidemment, qui sautent. Et puis, alors là, je ne suis pas allé plus loin, mais c'est dommage, parce que ce qui a sauté aussi après, c'est la pierre. Parce que finalement, peut-être qu'on pourra faire un tout petit peu moins cher aussi si la pierre disparaît. Parce que nous, on n'avait pas la maîtrise d'œuvre sur ce projet. Donc ça, c'est parfois une grosse difficulté. Comme c'était vendu à des clients particuliers, c'était compliqué de nous laisser la maîtrise d'œuvre jusqu'au bout, quoi. Il fallait que ce soit un maître d'œuvre qui était en fait l'entreprise de construction qui faisait la coordination. Et qui encore l'ont fait très correctement. Donc ça, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Donc vous voyez, là aussi, il y a, la pierre, à un moment donné, elle saute. Donc ça, c'est une des venelles, rien de particulier, juste vous voyez, la végétation. Et puis une question récurrente à laquelle on est confronté en permanence, et moi, je n'ai pas de réponse. Alors c'est dommage parce que je l'ai vu qu'après, quand j'aurai les photos au bureau, mais vous voyez ici. Donc voilà, ça c'est là aussi notre société qui fait qu'on achète des choses et puis qu'on va les mettre... Là, c'est pratique, quoi. C'est au nord,
c'est sur le mur, mais ça va fabriquer l'espace public, quoi. Elle est en bas, elle est pour mieux du mur, donc on peut presque le féliciter. Mais ça, voilà, ça on n'y peut rien, quoi. Avec le temps, c'est des choses qui vont apparaître, arriver, parce qu'en fait, et c'est ce que je veux un petit peu vous montrer aussi, c'est que finalement la relation, on parlait avec Sylvain, de la relation entre le bâti et l'espace public est toujours très très complexe, parce qu'on va se retrouver avec la climatisation. Alors ça, j'ai pris ça, parce que pour nous, l'idée était que bien évidemment la végétation, elle grimpait sur les murs, etc. Bon, le yucca, il a du mal à grimper sur les murs, quoi. Vous voyez, ça donne un côté un peu pauvre, quoi, alors que ça aurait pu être un peu plus généreux, un peu plus feuillu, quoi. Encore sur l'espace public, donc vous voyez, le mur ici, il est haut. Pourquoi? Parce que le promoteur, il dit, bon là, comme ils ont la terrasse, on va le monter ici pour protéger. Mais on ne va pas le faire haut tout le long. Mais bon, on se rend compte qu'en fait, si vous ne le faites pas haut tout le long, ce qui se passe, c'est ça, quoi. Qui est poteau gris, des panneaux noirs. Et chacun, bien évidemment, va mettre sa couleur parce qu'on va dans le commerce, et puis dans le commerce, on achète ce qui est disponible. Donc ça peut être vert, bleu, camouflé. Donc c'est ce qui enlève finalement, c'est ce qui vient perturber petit à petit. C'est plus la qualité du bâti et la végétation qui fait le projet. Finalement, l'œil, il commence à être attiré par tout ce que l'on a ajouté, quoi, au projet. On va le retrouver encore plus ici. Tout le monde a des emplacements pour mettre les poubelles, tout le monde a des garages, tout le monde a des jardins avec des retraits derrière. Mais vous voyez, les poubelles, elles sont là parce que finalement, elles sont mieux là que dans le jardin. Donc il y a cette idée de ce que l'on montre à l'espace public en tant que citoyen, c'est une vraie question, quoi. Et je pense que les gens, finalement, enfin je dis les gens, c'est un peu, j'englobe tout le monde, mais il y a une espèce un peu de laisser aller, quoi. Bon, peu importe que la poubelle, finalement, si on ne la voit pas dans notre jardin, qu'elle est dehors, c'est mieux, quoi. Mais ça fabrique ça, quoi. Ça fabrique des rues comme ça. Ça, c'était les T2, avec la profondeur du jardin qui est dessous. Bon, pareil, vous voyez, on imaginait ici qu'il y avait deux poteaux supplémentaires, et puis ça grimpait pour faire de l'ombre sur la pergola. Bon, idem, voilà, quand vous plantez ça, c'est sûr que ça ne fera pas de l'ombre sur la pergola. Donc ça tient vraiment à des détails, les choses, mais c'est là où on perd finalement après toute la qualité des... Oui, ça on peut l'enlever, quoi. Mais quand ça y est, c'est difficile de l'enlever. Oui. Et après, on avait laissé de la transparence, et c'est vrai que là sur ce projet, on s'aperçoit que 3 sur 4, et encore c'est fait proprement. Ça. 3 sur 4, on fait ça, on soudait un panneau en tôle blanc. Bon, ça marche parce que finalement, tout le monde a fait pareil. Sauf que, je ne sais pas si on l'a là, mais il y en a qui l'ont mis de l'autre côté, quoi, côté rue. Donc c'était plus malin de le mettre effectivement côté jardin. Eux ne l'ont pas fait. Voilà. Donc l'esprit était plutôt celui-ci, bien évidemment. Donc il a été un peu détourné. Et ensuite, la question qui a été évoquée par Michel Dupin, qui est la question des véhicules, où effectivement les rues sont remplies de voitures, quoi. Quand vous avez 30 maisons, 7 mètres de large, ça veut dire au moins 2 voitures par logement, si ce n'est pas plus, et c'est rempli. Alors on va voir ici, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'arbres, mais l'idée au départ était celle-ci, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, entre une rue dans laquelle on met des arbres et une rue dans laquelle on ne met pas d'arbres. Ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai mis aussi cette photo, c'est une des rues du lotissement, donc une rue qui est dans le lotissement. Et finalement, ça marche assez bien, quoi. Cette idée c'est des clôtures qui sont 1 mètre en retrait de la limite de propriété et qui ont été plantées et entretenues par l'aménageur pendant 3 ans. Et du coup, ça a bien pris. Et c'est vrai que je trouve que ça marche assez bien. Ça donne des rues qui ont une belle qualité. Et qui mettent, puisque c'est ce que l'on voit nous dans notre opération, qui finalement mettent les gens à l'abri des regards parce que on a du parcellaire qui est petit, on a de la densité et donc on veut se protéger, quoi. C'est vrai que sur ces logements aussi, ce que l'on ne voit pas, c'est que tous les jardins il y a des pergolas, des tonnelles, des cabanes,
Alors avec cette épaisseur de façade, on va dire, sur rue, tout ça on ne le voit plus. Si vous avez un mur 1,60 m avec un alignement sur rue, et pas d'épaisseur, mais on voit tout qui dépasse. C'est vrai que dans ce cas-là, une des qualités finalement du projet, c'est que ça a permis ce principe de cacher tout ce qui a été ajouté dans les jardins. Un autre projet assez rapidement, puisqu'il est resté celui-ci à l'état de projet, c'était, donc là on a 33 logements à l'hectare, donc c'était 10 logements sur 3000 m², rue des Sétoines, c'est quartier Aiguelong à Montpellier. Donc l'idée du projet, qui était portée par le promoteur, était de dire, moi je veux dans ce quartier faire des maisons luxe, enfin, je ne sais pas si on peut dire luxueuses, mais des maisons plutôt qualitatives, hein, autour de 130-140 m², ce qui ne nous arrive pas souvent quand vous faites de la promotion. Et donc on a travaillé sur ce terrain, sur un principe de maison qui se tournait autour d'un patio, et on était obligé de s'élever pour trouver la surface nécessaire. Mais ce que l'on cherchait à faire, c'était alors on rentrait à pied, hein, dans ces venelles, et chaque maison, l'étage a chaque fois une distance double de sa parcelle. Je crois que les flèches le montrent bien. C'est vrai on est en quinconce. C'est pour ça que je voulais montrer ce projet, parce que finalement, il fait écho un petit peu au précédent, mais sous une forme complètement différente. Donc l'idée était de chaque fois donner à chacun le double de sa parcelle pour pas qu'il se retrouve dans une trop forte densité dès qu'il s'est levé. Parce que quand on est au rez-de-chaussée, finalement, on donne sur son propre jardin patio, donc ça pose pas trop de problème. Mais dès que je m'élève, je peux voir à côté, etc. Et c'est là où ça peut devenir un peu gênant et conflictuel parfois. Donc l'idée du projet était celui-ci, c'est assez bien résumé sur la petite maquette blanche, hein, qui permettait de donner de la profondeur chaque fois dès que j'étais à l'étage. Donc voilà, ça c'était les plans, hein, rapidement, hein, donc des maisons autour d'un L, desservies de manière piétonne. Bon, c'est un projet c'était une faisabilité plus, on va dire, hein, donc qui n'a pas été développé ensuite. Et les étages, hein, on voit bien qui chaque fois donnaient sur des plus grandes perspectives. Un dernier projet, celui-ci est en cours, le permis est déposé, on va commencer le DCE, qui est un concours que l'on a gagné à Toulouse, à la ZAC Andromède, donc 69 logements à l'hectare, donc on commence à se rapprocher d'une densité assez forte. Mais on voit que 69 logements à l'hectare, on est obligé d'avoir ici, alors c'est du logement intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une cage d'escalier qui dessert 2 appartements par niveau, c'est pas un collectif au sens où on a des parties communes très importantes. Et on a en gros 33 maisons et 64, c'est ça, logements intermédiaires. Et le thème de la ZAC, d'ailleurs, était habité... Pardon, il y a Richard qui est là. Tu te souviens plus? Je me souviens plus non plus. Enfin, il y avait un thème qui était défini. Oui, mieux qu'un individuel, un truc comme ça. Donc voilà la ZAC, hein, c'est une énorme ZAC à Toulouse, en face de l'aéroport Blagnac, pas très loin de Blagnac. Donc des îlots, hein, je parlais tout à l'heure de quantité, effectivement c'est un découpage quantitatif. Hein, 1 hectare permet de faire 69 logements, c'est ce qui est vendu à un promoteur. En fait, je crois que la question, si on veut se reposer la question du logement, c'est la question de la production du logement qu'il faut se poser, quoi. Je pense que les architectes, on a très peu d'emprise là-dessus, quoi. C'est le système actuel entre loi fiscale, financement, etc. qui fait que le logement se produit comme ça. Donc ça, c'était des éléments que l'on a récupérés. Ce qui était préconisé, en tout cas cherché, c'était alignement sur rue et garage au centre autour d'une venelle. On voit c'est sur tous les îlots. Tous les îlots ont été composés comme ça. Bon, en tant qu'architecte, chaque fois quand on voit un plan avec une symétrie, on se pose toujours la question, parce qu'on sait très bien que la symétrie, pour habiter en tout cas, elle favorise toujours un côté et au détriment de l'autre. Donc ça, c'est un premier réflexe qu'on a toujours quand on voit un plan symétrique, on se dit, on sent intuitivement que ça ne peut pas très bien marcher. Et notamment, donc, on a regardé, parce que il y a quelques règles que l'on doit s'appliquer, qui sont, en hiver, chacun doit pouvoir bénéficier d'au moins 3 heures de soleil, d'ensoleillement par jour.
Ce qui n'est pas du tout possible, en fait, avec cette figure-là. Donc ce que l'on a proposé, donc ça c'était le terrain vide, il y avait quelques arbres existants. Il y avait une règle dans le PLU qui, pour faire les garages, en fait, permet de construire. Le PLU demande à construire en limite, mais le PLU permet aussi, dans les 20 mètres, de construire à l'intérieur de l'îlot. Donc on a profité finalement de cette règle pour pouvoir, en fait, nous ce que l'on a fait, c'est qu'on a enlevé une maison sur deux, en gros, que l'on a décalé côté Venelle intérieur. Alors, ce qui permet d'habiter aussi, bien évidemment, hein, comme Aigues-Mortes sur le premier projet, ça permet d'habiter aussi cette rue et de ne pas la laisser simplement bordée de garages de part et d'autre. Mais surtout, comme on a l'ouest qui est ici, hein, on voit sud et sud-ouest, hein, l'ouest est à peu près par là. Donc ça permet de faire rentrer de la lumière entre les maisons pour aller éclairer des jardins qui vont être au centre. Sinon, vous fabriquez une barrière sud-ouest qui fait qu'à partir de 13h, tout le monde est dans l'ombre l'après-midi. Enfin, les jardins sont dans l'ombre, ce qui n'était quand même pas possible. Cela ça pose pas trop de problèmes, puisqu'ils sont bien orientés finalement. Donc ce qui nous a poussé à amener finalement cette réponse. Alors juste pour la petite histoire, mais c'est pas nous qui devions gagner. Ça aussi c'est pour... parce que le monde est ainsi fait, hein. C'est pas nous. Et les garages sont, en fait, ils sont disposés, on va les voir après, ils sont autour de la Venelle parce qu'on n'avait pas d'autre solution en fait. On était obligé de distribuer les stationnements depuis l'intérieur de la ruelle, de cette ruelle. Donc c'est un projet qui n'était pas pour nous en gros, enfin pas pour le promoteur. Et on a gagné parce que le maire en fait a aimé l'idée de ce projet et donc s'est battu contre la métropole de Toulouse, etc., pour qu'on puisse faire ce projet. Donc on le remercie. Mais bon, c'est pour la petite histoire, mais voilà, les choses se passent aussi souvent de manière assez étrange, quoi. Et là, on n'y peut rien non plus. On n'a pas tellement de maîtrise là-dessus. Donc, pour expliquer le projet, donc les maisons, on essaie, nous, de fabriquer une architecture toujours assez simple, quoi, parce que je crois que la richesse, elle doit venir de la composition, bien évidemment du plan, de l'attention au plan, hein, de passer beaucoup de temps à dessiner les plans, etc. Mais pas tellement par les artifices, quoi. Je crois qu'au bureau, on est tous d'accord là-dessus. Ce que l'on recherche, c'est à pas maquiller le projet, quoi. Essayer de le construire avec des choses d'abord fondamentales. Et si jamais on récupère un peu d'économie sur le projet, mais ça permet peut-être de mettre des volets de meilleure qualité, de mettre des fenêtres de meilleure qualité, etc. On pense que ça c'est vraiment très très important pour le projet, ne pas accessoiriser le projet avec des choses inutiles qui de toute façon dans le temps ne résisteront pas au temps. Et on veut vraiment essayer d'arriver à l'essentiel. C'est pas une question de minimalisme, c'est plutôt que la réalité nous pousse en fait finalement à plutôt agir comme cela. Donc les jardins, ouais, c'est une imbrication de jardins. Donc il y a des réminiscences finalement. J'ai pris ces trois projets parce qu'il y a des réminiscences où on va par exemple donc pouvoir rentrer depuis la rue à ces deux maisons. Celle-ci va avoir son jardin, celle qui est ici a son jardin de ce côté, mais il va pouvoir rentrer bien évidemment depuis la Venelle. Celle-ci, ça c'est un T3, il aura son jardin ici. Alors c'est un petit peu bougé hein, entre ce plan et le permis. Donc on voit bien cette imbrication mais qui permet de redonner de la vie sur la Venelle centrale, de ne pas en faire une Venelle avec simplement des voitures et des garages. Ça va être important parce qu'on se dit que cet espace va être occupé. C'est des couples jeunes hein, qui achètent puisqu'ils travaillent chez Safran, etc. Donc c'est vrai que cette Venelle, il y a des chances qu'elle soit occupée par des enfants qui vont faire du vélo, etc. Donc c'était important que des maisons donnent directement sur cette Venelle, quoi. Donc ça c'est l'étage. Et puis je vais peut-être juste passer à la dernière. Donc ça c'est le plan de composition hein, général que l'on a posé. C'était une des premières esquisses aussi, c'est un petit peu bougé au permis, mais en gros c'est le même principe. Et puis juste cette image qui est aussi une image du concours, où l'on a favorisé aussi certaines maisons. C'est-à-dire que les maisons qui avaient un jardin ici sud-ouest, c'est-à-dire que ce jardin va prendre la lumière par là, mais sera quand même en fin d'après-midi dans l'ombre. Donc pour ces maisons-là, on a proposé d'occuper le toit, terrasse, pour qu'ils puissent bénéficier aussi l'hiver notamment
d'une partie ensoleillée et pas avoir simplement un jardin qui sera à l'ombre en fin d'après-midi ou milieu d'après-midi. On a travaillé ensuite sur toutes les maisons. Donc à partir de ça, on s'est dit, comme on a un petit édifice, un petit édicule qui sort sur le toit, on a ventilé toutes les maisons, surventilé les maisons en faisant une boîte chaude en fait ici, ce qui permet de faire un tirage naturel. Et donc ces maisons sont surventilées pour que la période estivale elle puisse se rafraîchir de manière beaucoup plus efficace. Alors on a, avec le bureau d'études, il a fait quelques calculs. C'est vrai qu'on abaisse énormément, ne serait que par cette ventilation, on abaisse énormément le nombre d'inconforts estival, le nombre d'heures d'inconfort estival. Et après, suivant les pots, ça on pourrait en parler, ce sera un autre débat, mais suivant les constitutions de structure, pareil, on change complètement le nombre d'heures d'inconfort estival. En gros, entre ce qui se fait habituellement à aglo, isolant polyuréthane et monomure, on abaisse de 4 ou 5 fois, quoi. Donc c'est énorme. Donc parfois ce sont des choix, en tout cas ce sont des choix, je pense, qui à l'avenir vont être très très importants et vont vraiment dicter de nouvelles pratiques. Pour l'instant on ne parle que d'économie immédiate, et ces questions-là sont de plus en plus prégnantes, mais elles seront encore plus à l'avenir parce qu'elles nous questionnent vraiment sur la durabilité et sur le fait qu'avec les périodes estivales très très chaudes, ça va nous aider certainement à donner beaucoup plus de confort. Donc voilà, je crois qu'on a fini, ouais, cette image qui résume un petit peu l'idée de ce projet. Merci.